Éric Sartori, secrétaire de Pieviem, préserver l'identité environnementale de la Bretagne Sud et des îles contre l'éolien en mer. Bonjour à tous et merci de cette invitation. Je suis désolé de ne pouvoir être physiquement parmi vous. Comme vous, nous avons une forte actualité de mobilisation contre l'éolien en mer en Bretagne Sud, à proximité de Belle-Île, 19 km, de Groix, de Quiberon, et à vrai dire, c'est toute la côte du Morbihan qui se retrouvera avec vue sur une zone industrielle d'une quarantaine d'éoliennes de plus de 300 mètres. On parle de 340 mètres de haut. J'ai tenu quand même à répondre à l'invitation de Enviro Veritas, au moins par vidéo. D'abord par solidarité, nous avons fait connaître notre hostilité dès le début à ce parc Bretagne Nord-Ouest. Nous travaillons avec Enviro Veritas. Nous sommes contre l'éolien en mer, qu'il soit en Bretagne Nord ou en Bretagne Sud, et parce que nous allons être confrontés à la même monstruosité des éoliennes flottantes de plus de 300 mètres de haut proches des côtes. Alors, j'espère que je ne vais pas fâcher nos camarades de Saint-Brieuc, mais je vais commencer par un petit remerciement, à Iberdrola qui s'est récemment expliqué sur l'éolien flottant en nous disant pourquoi ils n'en faisaient pas et pourquoi ils n'en feront pas, du moins dans un avenir proche. L'éolien flottant est aujourd'hui un pari risqué en raison des coûts et des incertitudes technologiques. La France a tendance à se précipiter un peu trop sur l'éolien flottant. Il existe aujourd'hui 80 solutions techniques différentes pour le flottant à travers le monde. Le flottant suscite aujourd'hui de nombreuses problématiques qui restent à résoudre. Ces technologies encore récentes manquent de recul et d'expérience pour être pleinement maîtrisées. Et en toute confraternité, Iberdrola a conclu, pour le premier appel d'offres commercial au 5 attribué à Pennavel pour Bretagne Sud, puis pour les parcs en Méditerranée, il est permis d'avoir des doutes sur la viabilité. Alors sur ce coup, Iberdrola a raison, et donc merci pour ses aveux. L'éolien flottant, c'est d'abord des socles. J'ai assisté il y a 2 ans à une audition de l'OPEXT, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, sur les éoliennes flottantes. Les principaux industriels défilaient les uns après les autres en décrivant différents types de socles, tous en acier. Le dernier à passer était Ørsted, l'inventeur de l'éolienne flottante, qui dit « Ah ben non, nous, on abandonne les socles en acier pour faire des socles en béton. » Ça a jeté un froid. Depuis, les socles en béton, on le vend en poupe, si j'ose dire, mais on ne sait toujours pas ce qui s'imposera, acier, béton ou mixte. Ainsi, pour Bretagne Sud, cela donne le flotteur est semi-submersible ou de type barge, en acier ou en béton, de 70 mètres à 120 mètres de long, 80 à 130 mètres de large et 25 à 35 mètres de haut pour un flotteur semi-submersible, au maximum 65 mètres x 65 mètres x 26 mètres pour une barge. Alors, ça n'est pas indifférent. Des socles en acier, au niveau mondial, cela représente la fabrication d'acier pour l'industrie automobile. Des socles en béton, c'est beaucoup de béton et donc beaucoup d'extraction de granulats. Et ça résonne très fort en Bretagne Sud, qui s'est justement battue pour éviter des extractions de granulats marins à proximité du littoral. L'éolien flottant, c'est ensuite des ancrages. Pour Bretagne Sud, des ancres à enfouissement de 28 tonnes, 4 à 12 par flotteur, ou des ancre-pieux 3 à 9 par flotteur enfoncés jusqu'à 35 mètres, et avec des câbles flottants dynamiques pour les relier. Et tout ça viendra agresser des fonds rocheux qui ont été jusqu'à présent très sauvegardés et qui sont protégés par les conventions internationales, avec des bancs de coraux des mers froides et des structures originales et complexes de coraux et d'huîtres, et également d'importants bancs de merles qui mettent des siècles à se constituer, comme les coraux, des herbiers de zoster, des pénatules, des haploups, des zones de nourricerie exceptionnelles, 50 millions de terriers et de langoustines. N'importe quel plaisancier qui laisserait traîner une ancre dans ces parages se verrait sévèrement sanctionné. Pour l'éolien en mer, c'est open bar. Et pourtant, sacrifier une telle biodiversité pour des projets sans intérêt climatique ni électrique, c'est tout simplement monstrueux. L'éolien flottant, ce sont ensuite des éoliennes qu'il faut fixer sur ces plateformes. Des éoliennes géantes jusqu'à 340 mètres de haut et dont l'autorité environnementale nous prévient gentiment, elles ont une garde au sol entre 22 et 30 mètres, ce qui est relativement peu. Alors attention, il faut traduire cela par « ce sont de véritables hachoirs à oiseaux et à chauves-souris ». Pour Saint-Brieuc, il a fallu 59 autorisations de destruction d'espèces protégées, majoritairement des oiseaux, dont certains comme les puffins, les pingouins de Torda, les macareux, en danger critique d'extinction. Pour Bretagne Nord-Ouest et pour Bretagne Sud, à proximité de plusieurs réserves ornithologiques, ce sera encore pire. Et ces éoliennes géantes, il faudra les fixer sur les flotteurs avec une difficulté bien particulière
mentionné par l'Académie des technologies, les flotteurs sont soumis au mouvement de la houle sur une période propre et le passage des pales devant le mât crée une perturbation qui fait vibrer les pales selon une fréquence malheureusement très proche de la fréquence propre du système flotteur et mât. Donc, il y a encore beaucoup de choses à régler et une grosse question. Quels seront les bruits, en particulier les infrasons générés par ces structures flottantes en fonctionnement et quels seront leurs effets sur les cétacés? Personne ne le sait, un principe de précaution devrait s'imposer. Ainsi, la fragilité de ces structures commence à inquiéter les assureurs eux-mêmes. Je cite l'un d'eux, G-Cube, l'augmentation de taille des éoliennes offshore crée des risques de marché insoutenables alors que les assureurs sont déjà aux prises avec une multiplication par 7 des mises hors d'état des éoliennes offshore. Ainsi, par exemple, en 2024, les 5 éoliennes flottantes du parc expérimental écossais Wind Scotland ont dû être ramenées en Norvège pour une maintenance non programmée de 5 mois. Ce qui me permet de souligner un autre inconvénient parfois mentionné, c'est un excellent moyen de ramener des espèces invasives là où elles n'ont que faire. Une autre caractéristique des éoliennes flottantes, c'est aussi beaucoup de câbles. 70 km de câbles interéoliennes pour les 13 éoliennes de la première partie de Bretagne Sud, sans parler du raccordement. Beaucoup de câbles, c'est beaucoup de risques d'enchevêtrement pour les cétacés, qui sont assez nombreux dans la zone du parc. Et lorsque ce sont des câbles électriques, ce sont aussi des champs magnétiques qui désorientent les espèces sensibles, comme les requins, les raies, les saumons de l'Atlantique et les anguilles européennes, tous bien présents dans la zone et hyper protégés, parfois en état critique. Beaucoup de câbles, c'est aussi beaucoup de cuivre et d'aluminium, deux métaux en très forte tension actuellement, et ces éoliennes géantes nécessitent aussi des aimants permanents et des métaux et terres rares qui sont deux quasi-exclusivités chinoises. Comme l'a exprimé Jean-Marc Jancovici, nous sommes en train de remplacer une dépendance aux fossiles par une dépendance aux métaux, tout ça pour un programme inutile. Parlons enfin du coût. Devant la représentation nationale, le président de Total Énergie Renouvelable disait en parlant de l'éolien flottant estimer les coûts de construction d'une filière qui n'est pas mature sur une période de 8 à 10 ans, impossible, c'est une boule de cristal. Ça reste en grande partie vrai. Mais on commence à pouvoir lire dans la boule de cristal, avec quelques premiers petits parcs anglais, dans le dernier appel d'offres au Royaume-Uni, 2 parcs éoliens flottants de 100 MW ont été attribués à environ 250 € par mégawattheure. 250 € par mégawattheure, c'est tout simplement économiquement et socialement non supportable, non soutenable. On ne réindustrialisera rien, on ne décarbonera rien à ce tarif-là, et c'est évidemment insupportable pour les particuliers et les petits artisans qui ont déjà du mal à payer des factures d'électricité en pleine explosion. Enfin, j'allais oublier le principal. L'avantage mis en avant par le lobby éolien en mer, c'est que l'éolien flottant permet de s'éloigner des côtes. Or, c'est faux, parce qu'il n'existe pas de poste électrique flottant et que nul ne sait quand il pourrait devenir disponible. Et que la nature rocheuse et pentue des côtes françaises, contrairement à celle de la mer du Nord, impose des postes électriques proches des côtes. Voilà pourquoi, si ces projets se font, vous aurez 110 tours Eiffel à 16 km de l'île de Batz et nous 40 tours Eiffel à 19 km de Belle-Île. Ces deux projets, Bretagne Nord-Ouest et Bretagne Sud, sont le pire de ce qui peut être fait en matière d'éolien en mer, puisqu'ils cumulent les inconvénients de l'éolien posé, proximité du littoral, maximisation des atteintes paysagères et patrimoniales, des atteintes à la biodiversité de la mer littorale, conflits d'usage avec la pêche, le tourisme, le nautisme, et les inconvénients de l'éolien flottant, coûts extravagants, immaturité technique, agression des fonds marins, bruit et vibrations. Ce sont des doubles absurdités qu'il faut stopper tout de suite. C'est ce pourquoi nous lutterons ensemble déjà pour un moratoire immédiat. Merci.